Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition. Voici les titres de l'actualité de ce mardi 18 juin. Air Calin reprend ses vols. En tout cas, une première rotation a pu se faire entre Nouméa et Papeete parmi les passagers des Polynésiens qui vivaient sur le Caillou depuis 15 ans. Dans notre journal des législatives, focus ce soir sur Amui Tatou. 5 partis autonomistes se sont unis pour proposer un programme commun. Nicole Sanquer était à Mahina ce matin. Dans la 3e circonscription, c'est Pascale Haïti qui se présente sous les couleurs de Amui Tatou. Elle nous dira ce qui a guidé son choix. Pascale Haïti est notre invitée ce soir. Il ne reste plus que le grand oral aux candidats du baccalauréat. Ce matin, c'était l'épreuve de philosophie. Un peu plus de 1900 élèves de terminale se sont présentés dans les différents lycées polynésiens. Mariva Georges, une Miss au grand cœur, c'est le nom du documentaire de 52 minutes qui sera diffusé demain soir sur notre antenne. De Tahiti à Paris en passant par Los Angeles, le film montre l'engagement de notre Miss Tahiti devenue Miss France. Mariva Georges nous accordera quelques minutes tout à l'heure. Elle sera en direct de Los Angeles. John Gabilou a reçu l'insigne de chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres. Le chanteur qui a représenté la France à l'Eurovision et rempli l'Olympia ne cache pas sa reconnaissance et son émotion. Les vols commerciaux de la compagnie Air Calin à destination de Papeete reprennent. Les premiers passagers ont atterri ce matin un peu avant 6 heures. L'Airbus était plein, une centaine de personnes. Parmi elles, la famille Cambloc, résidente sur le Caillou depuis 15 ans. Nicolas Suir et Sandro Lee ont recueilli son témoignage. Heureuse d'avoir fui les violences en Calédonie, la famille Cambloc revient au Fénois après 15 ans. Poerava retrouve ses parents et nous avoue avoir dormi avec ses chaussures et sans vraiment avoir fait de nuit complète depuis 5 semaines par peur d'être agressée chez elle. La Calédonie est à terre, quoi. C'est terrible. Les gens sont encore tous les soirs à défendre leur maison, à surveiller les quartiers. Ça va pas mieux, quoi. Et de pouvoir sortir là, on a attendu, mais jour après jour. Et là, quand on a su qu'on prenait ce vol, on a attendu heure après heure de savoir si on allait pouvoir partir. Et non, c'est vraiment un soulagement d'être sorti de là. Rapidement, la famille réunie se dirige vers un petit déjeuner. L'occasion de faire le point avec des parents très émus. Très rassuré en tout cas. Je ne me mets pas lâche. J'ai un émotif, mais bon. J'avais tellement beaucoup d'espoir pour les revoir dans des moments plus joyeux. Et puis là, avec ce qui est arrivé depuis un mois, on est chance dessus, dessous. Retrouver la sécurité, l'amour, enfin voilà, c'est des choses simples, mais c'est ce qui nous a manqué pendant toutes ces semaines-là. Son mari, cardiologue à Mont-d'Or, a perdu son cabinet médical. Il a été saccagé et brûlé. 30 millions de francs partis en fumée. Et l'assurance ne remboursera rien. Mon cabinet a été totalement détruit, tout le matériel qu'il contenait. Alors là, mes patients m'appellent un peu au secours, mais je ne peux rien faire pour eux, j'ai plus de matériel. Donc oui, on va souffler un petit peu ici, on va voir un peu comment évolue la situation. Sans dette, ils ont eu la chance de pouvoir quitter leur maison, contrairement à plusieurs de leurs amis qui ont dû rester à cause de leurs biens ou de leurs prêts bancaires. Mais la seule question qu'ils se posent à présent, la paix pourra-t-elle revenir après un tel déferlement de violence ? Oui, Nouméa qui vit sans doute un tournant dans la crise qui secoue le pays depuis 37 jours maintenant. Plusieurs représentants de la CCAT, la cellule de coordination des actions de terrain, dont son porte-voix Christian Théin, ont été arrêtés. À Tahiti, au lotissement Ta'apuna, hier soir vers 20h30, le corps sans vie d'un homme d'une 60aine d'années a été découvert allongé dans son lit. Suite aux constatations des enquêteurs et du médecin légiste, le parquet de Papeete a ouvert une enquête pour meurtre. Une autopsie du corps a été ordonnée. Le site de la pointe Riri à Toahotu ne sera finalement pas un site olympique. Les travaux ont pris du retard. La fan zone sera finalement installée au parc d'Atimaono. Ceci dit, la population hérite d'un lieu idéalement aménagé avec notamment une marina, des restaurants et des aires de jeu entièrement financés par le pays. Le reportage sur place de Mélissa Chong. Les derniers pavés sont posés.
Le chantier débuté en 2023 sur la terre Aurier, jouxtant la Pointe Riri, est en phase de finition. Ce lieu, contrairement à ce qui était prévu, n'accueillera finalement pas la fan zone des Jeux Olympiques. Il y a eu des petits retards, alors qui sont dus notamment au fait qu'on a eu une saison des pluies un petit peu compliquée. On a eu 2 mois de pluie intense entre janvier et février qui ont fait prendre au chantier pas mal de retard. C'était le moment où on devait couler beaucoup de volume de béton et qu'on a eu du mal à faire justement à cause des intempéries et de l'humidité. En fait, le béton avait du mal à sécher. Et puis après, on a eu quelques soucis au niveau de la gestion de la coactivité un petit peu avec toutes ces entreprises qui travaillent ensemble. Le site ne sera pas prêt pour les JO, il sera en phase de réception toujours. Ce nouveau parc de la côte ouest, livré avant la fin de l'année, est adapté à tous, y compris aux personnes à mobilité réduite. Restaurants, aires de jeu et même descente pour Va'a, tout a été pensé pour répondre au mieux aux attentes de la population. Les farets en fait sont réalisés en bois local. On avait à cœur d'utiliser ça, que ce soit pour les poteaux, pour les bardeaux de bois. En fait, on voulait valoriser ça, mais on a aussi valorisé la végétation locale. En fait, tout ce qui a été choisi, ce sont des espèces qui poussent localement. L'objectif est aussi touristique. 28 places pour les bateaux en prix place sur l'eau, de quoi accueillir des croisiéristes. À 1,7 milliard de francs pacifiques, c'est le budget alloué par le pays pour ces travaux d'aménagement. Pour l'heure, le service du tourisme est à la recherche de sa perle rare, un bon gestionnaire pour assurer l'intendance du site. On ouvre notre chapitre politique avec les législatives. Le premier tour des élections législatives anticipées approche à grands pas le 29 juin. Focus ce soir sur la deuxième circonscription qui va de Hitia Otera à Paea en passant par la Presqu'île et qui comprend aussi les Australes. C'est là que Steve Chayot avait été élu en 2022. Nicole Sanquer, députée de 2017 à 2022, avait été éliminée dès le premier tour. Cette fois-ci, la présidente du parti Ahere Yapurinetia part en campagne avec une nouvelle donne. Maruki Duri, Jérôme Lee. Dans le quartier de Whareroy, un quartier traditionnellement tavini, Nicole Sanquer et les militants autonomistes essayent de mobiliser. Ils organisent ce soir une réunion publique, la seule qui va se tenir à Mahina, faute de temps pour la campagne. L'ancienne ministre de l'Éducation est cette fois soutenue par une plateforme autonomiste. C'est vraiment un travail commun où chaque parti a pu mettre sa priorité et mettre en avant l'intérêt des Polynésiens et d'affirmer cet attachement que nous avons avec la France. Environ une dizaine de jours de campagne électorale avant le premier tour, il faut dire que c'est peu. Mais à Mahina, Nicole Sanquer peut compter sur les moyens de ses nouveaux partenaires politiques et par exemple s'appuyer sur les militants du Amui Teira au Tenun Maori. Il faut savoir que le président Gaston Floss est un président qui essaie de réunir tout le monde. Donc éventuellement, c'est un souhait qui devient réalité, on va dire ça. Et vous êtes content, vous, en tant qu'autonomiste? Ah oui, non, nous sommes contents. En fait, comme on dit toujours, l'union fait la force. Et nous avons besoin de cette union pour construire une Polynésie forte. Et surtout pour battre le Tavini Huiratira, qui à Mahina a fait pas mal de déçus en l'espace de 2 ans de mandature. Michel en fait partie. Sa voix, il va la donner à la principale candidate d'opposition du député sortant. Nous avons cru en eux, on a voté pour eux, et c'est grâce à nous aussi et une partie des voix des autonomistes qui les ont placés là où ils sont actuellement. Déception perçue dans le sens que ils ont amené des dossiers qui ne nous conviennent pas du tout. À 10 jours du premier tour, dans la deuxième circonscription, toutes les forces autonomistes sont donc derrière Nicole Sanquer, à qui une place au second tour semble promise. Mais c'est pas grave, c'est demain. Bonsoir Pascal Haïti, merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes la candidate du Rassemblement autonomiste dans la 3e circonscription. Un mot tout d'abord sur ce choix que vous avez fait de vous présenter, alors qu'en avril dernier, dans l'affaire du faux bail de location à Papeete, votre peine a été alourdie de 3 ans d'inéligibilité. Vous vous êtes pourvu en cassation, ce qui suspend la décision de la Cour d'appel. Vous avez choisi de prendre le risque tout de même de vous présenter. Pour quelles raisons ? Bonsoir. Alors, avant tout, nous sommes 4 partis autonomistes qui se sont unis
autour d'une table dans cette plateforme autonomiste. Nous avons sur la circonscription 1 Moirani Frebo, qui est le représentant du Tapura Huira Atira. Nous avons sur la circonscription 2 Nicole Sanker du Ahere Aïa et moi du côté de la circonscription numéro 3. C'est vrai que pour certains, ils trouvent ça étonnamment, ils sont surpris de me voir sur cette circonscription, à savoir qu'en 2002, je me suis présentée. Alors, c'est vrai que cette élection elle est précipitée, il fallait un candidat opérationnel qui connaît déjà les sujets, qui sont capables d'aller défendre les sujets et puis qui a déjà fait campagne, c'est vrai, sur la circonscription 1. On va revenir sur ce choix de vous présenter dans la 3e circonscription, mais expliquez-nous au niveau judiciaire ce qui vous a motivé malgré cette menace. Pour l'instant, je suis innocente. Je ne suis pas condamnée. Cette affaire, il est vrai qu'il est en cassation. J'ai eu l'assurance de mon avocat de ne pas faire tout un plat autour, parce qu'il faut savoir que je ne suis pas concernée avant tout. Bon, comme je m'appelle, bien sûr, comme tout le monde le sait, Madame Floss, maintenant, peut-être mon avocat, bien sûr, est surpris de la décision, d'où le recours en cassation. Mais je vous rassure que je ne suis pas concernée directement par cette affaire. Donc vous êtes confiante. Donc la 3e circonscription, ce sont les îles sous le vent, Fa'a et Punaouia. Vous attendez plutôt dans la première, où figurent les marquises dont vous êtes originaire. Il a fallu faire des concessions pour cette plateforme autonomiste. Oui, c'est comme je vous expliquais tout au début, nous sommes 4 sur cette plateforme autonomiste. Et le Tapura, son candidat, c'est Moirani Frebo, qui est sur la 1. Et puis moi, je me retrouve par la suite sur la 3. Qui est marquisien aussi. Bien sûr. En face de vous, vous avez Naomi Mihura, la fille de Lana Tetuanui. Sa candidature a fait l'objet de crispations au sein du Tapura. La sénatrice a même démissionné du parti. Est-ce que sa candidature ne va pas vous affaiblir? Comme je vous ai dit, s'il y a cette union, c'est une opportunité pour nous de mettre tous les armes de côté et être unis pour une cause qui est avant tout l'autonomie. Et puis, regardez un peu l'état de notre pays sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan santé et sur le plan relationnel avec l'État. On voit comment les députés débordent. Ils n'ont pas été élus pour aller salir la France, essayer d'aller négocier avec l'Azerbaïdjan ou faire des petites choses. Vraiment, ils sont hors la loi. Alors, il faut arrêter. Nous souhaitons justement avoir des députés sereins qui apportent la sérénité dans ce pays. Meriana Red Arbelot était parvenue à monter une commission sur le nucléaire. Or, c'est le premier point de votre programme, de votre profession de foi. Vous écrivez « La démarche de vérité et de justice sur le fait nucléaire doit être poursuivie ». Vous allez sur le terrain des indépendantistes, vous aussi? Non, pas du tout. Alors, il faut savoir qu'il y a eu plusieurs commissions qui s'est tenues à l'Assemblée, organisées par Hinamoe Ura Cross, dont je la félicite parce qu'elle a fait un bon travail là-dessus. Mais il faut savoir que le Tapura a déjà concrétisé la création de cette cellule pour concrétiser les dossiers pour les indemniser. À savoir que l'année prochaine, le montage de dossiers se termine. Et il fallait que Arbelot fasse un amendement à l'Assemblée et non pas créer une commission. D'autant plus, les associations ont sollicité que la liste des maladies soit rajoutée parce qu'aujourd'hui, nous n'avons que 23 maladies sur la liste. Il y a d'autres maladies qui ne rentrent pas en jeu. Ça a été le souhait. C'est le travail qu'on leur a demandé. Rien n'a été fait à ce niveau-là. Dans votre programme, vous insistez beaucoup sur la santé au-delà du nucléaire. Comment convaincre l'État de participer davantage ? Actuellement, il est vrai que nous avons un retard sur la médecine nucléaire, surtout au niveau de ce pays qui a du mal à choisir qu'est-ce qu'il faut pour prendre en charge correctement sa population au niveau de la santé. L'État participe insuffisamment parce que nous souhaitons avoir de meilleurs moyens et un meilleur plateau technique
pour pouvoir soigner correctement les Polynésiens. Vous parlez de partenariat responsable avec la France. Si le parti présidentiel perd les élections, si le RN gagne, par exemple, où siégerez-vous à l'Assemblée nationale ? Pour l'instant, on n'en a pas parlé du tout, pas du tout. Merci beaucoup, Pascal Haïti, d'avoir accepté notre invitation ce soir. Et je vous rappelle le nom des candidats dans la première circonscription: Temat Eilegaïk, Jackie Briand, Moirani Frébo et James O. Dans la deuxième circonscription, Nicole Sanker, Jules Tara, Toutou Tetouanoui, Steve Chayou et Tati Salmon. Et enfin, dans la troisième circonscription, Naomi Mihoura, Jules Hawata, Myriana Redarbelo et Pascal Haïti Floss. Et demain matin, Steve Chayou sera l'invité café d'Ibrahim Ahmed Azi. Voilà pour ce journal des législatives. Connaître la vérité nous rend-il plus libres ? Peut-on préférer la justice à son bonheur personnel ? Autant de sujets sur lesquels les élèves de terminale pouvaient disserter ce matin. 1909 lycéens inscrits dans les filières générales et technologiques ont planché sur la philosophie. Delphine Poudroux et Marcel Bonneau se sont rendus au lycée Rapoto et au lycée Gauguin. Regardez. Au lycée Paul Gauguin, l'heure des épreuves sur table a sonné pour les candidats au bac. Après avoir été évalués en contrôle continu pendant l'année, tous planchent aujourd'hui sur la philosophie. Je me sens un peu stressée, je ne vais pas mentir, mais je sens que ça va aller et voilà, je m'encourage. Pour l'instant, ça va, c'est la philo. Demain, il y a l'ISP. Et ouais, de toute façon, c'est comme ça, hein. Faut passer par là. Hein. On va aller maintenant en salle. Dans quelques minutes. Donc début d'épreuve 7h30, hein, les collègues. Ils pourront enfin découvrir les sujets et choisir entre les deux dissertations proposées ou le commentaire de texte. Tout le monde doit voir la première page, là, avec déjà la matière d'annoncer. Ici, comme au lycée Samuel Rapoto, toute l'équipe pédagogique a été mobilisée pour ces épreuves sur table. Elle représente 60% de la note finale. Tous les enseignants sont mobilisés pour la surveillance et ensuite pour les corrections de ces épreuves et l'harmonisation, évidemment, en fin d'année. Du côté des élèves, une fois l'épreuve achevée, c'est le soulagement. En soi, c'était quand même quelque chose auquel on s'était préparé, donc franchement, ça s'est plutôt bien passé. Oui. Le bac, c'est vraiment très important, donc... Il y a beaucoup de stress au début, on a des a priori, on se dit ouais ça va mal se passer, je vais avoir des mauvaises notes, tout. Mais quand ça se passe, tu te dis bah ouais c'est bon, c'est passé, t'es soulagé, tu te sens libéré. Voilà. Je suis un peu mitigé parce que j'ai révisé aussi chez moi, donc je me dis que je pourrais avoir la moyenne. Mais après je vais pas trop célébrer avant quoi. Voilà. Je pense avoir 15, donc on verra bien. Demain, les candidats plancheront sur les épreuves de spécialité avant le grand oral, prévu la semaine prochaine. Demain soir, ne manquez pas ce joli rendez-vous avec l'une de nos plus belles Miss, Mariva Georges, élue Miss Haïti en 1990, puis Miss France en 1991. Elle s'est par la suite engagée dans le domaine caritatif. Sa rencontre avec celui qui deviendra son mari, Paul Marciano, le propriétaire de la célèbre marque Guess, a été un tournant dans sa vie. Voici un extrait du documentaire réalisé par Sophie Gastrin et Lionel Boisseau. Ce titre de Miss France nous a carrément... je sais pas, on dirait on vivait un rêve. C'est pas vrai. J'ai eu des frissons partout, j'ai été agréablement surprise. Je peux regarder encore les images, je pleure encore. Quand elle est sortie avec ce maillot de bain, une pièce noire et ce grand chapeau, c'était tellement une évidence. Enfin, ça, c'était une évidence avant. J'ai passé une très belle année avec les médias et avec Madame de Fontenay. C'était une deuxième maman. Madame de Fontenay était très tendre et très maternelle. Et elle a toujours tout fait pour me protéger. En tout cas, pour m'inculquer les valeurs de la femme française à ses yeux. Et sans plus attendre, je vous propose de rejoindre Mariva Georges en direct de Los Angeles. Bonsoir Mariva Georges, merci d'être avec nous ce soir. Qu'est-ce qui vous a décidé à accepter d'ouvrir vos portes à l'équipe de tournage ?
Je pense que Sophie Gastrin était assez convaincante et surtout a établi une relation de confiance avec moi. C'est vrai que c'était pas du tout dans mon objectif de faire un documentaire sur moi parce que je pensais pas que c'était nécessaire. Et elle m'a dit, Mariva, tu fais tellement de choses et tellement de gens ne savent pas ce que tu fais au-delà de ton titre de Miss Tahiti, de Miss France, et les gens t'aiment depuis 30 ans, mais tu es tellement engagée au niveau de la jeunesse et des femmes à Tahiti qu'il faut qu'on montre cette facette de toi. Et je lui ai dit, tant que ça se limite à ça, je vais bien l'accepter, mais je voulais pas que ce soit un documentaire voyeurisme. Parce que ça ne m'intéresse pas. On y découvre les coulisses de votre vie et surtout les valeurs qui l'entourent, vous l'avez dit. Qu'est-ce que le bonheur pour vous, Mariva Georges ? Je pense que le bonheur est une composition de plusieurs choses. Aujourd'hui, je suis une maman, je suis une épouse. J'élève mes enfants ici à Los Angeles. J'ai de la chance d'avoir la force de mon Fénois qui m'entoure de cet amour quand même si c'est de loin. J'ai la chance d'avoir des valeurs familiales qui sont en cohésion totale avec les valeurs familiales de mon mari. Et je pense que, en fait, le bonheur, il fait de tellement de petites choses. Quand je vois mes enfants qui sont en bonne santé, quand je vois que mon adolescent a passé un moment difficile, comme tous les adolescents, et qu'il s'en sort aujourd'hui. Vous savez, l'adolescence est tellement critique et tellement vulnérable que quand mon fils me dit je vais mieux, je me sens mieux dans ma tête, maman, et qu'il a quand même un exemple de père qui est très difficile à suivre. Il a un père qui a créé un empire et c'est pas évident pour lui. Donc de le savoir mieux dans ses baskets aujourd'hui et de savoir qu'il va partir en Israël en août pour faire 3 mois en Israël dans une école qui s'appelle Marva. Le fait de voir qu'il s'engage tout seul dans une voie qui soit indépendamment des pas de son père, je pense que ça va l'émanciper et c'est ça mon bonheur, de voir ma petite fille qui grandit, qui est heureuse, qui a ses racines de Tahiti et qui est heureuse et qui est spontanée. C'est ça le bonheur en fait, de voir mon mari heureux. Je pense que le bonheur est fait de tellement de petites choses. D'être avec vous aujourd'hui, je suis tellement heureuse. Merci beaucoup Mariva Georges. Tous les messages que les Polynésiens m'ont écrits sur les réseaux sociaux, vous ne savez pas comment ça me réchauffe le cœur. Mais tellement. On sent votre attachement viscéral à votre Fénois à Tahiti. Merci beaucoup Mariva Georges d'avoir accepté d'échanger quelques minutes avec nous. Merci. Je vous embrasse. À tout de suite les internautes. John Gabilou a reçu ce soir l'insigne de chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres. C'est l'ancienne ministre de la Culture en France, Rima Abdul Malak, qui l'avait nommé. Mais la décoration lui a été officiellement remise il y a quelques minutes au Haut Commissariat. Le chanteur, âgé aujourd'hui de 80 ans, se dit reconnaissant après une carrière musicale de plus de 61 ans. L'artiste a voyagé en France, à New York, au Japon et en Angleterre pour partager son univers musical en concert. Iheina Djarian et Sandro Lee l'ont retrouvé chez lui à Vairao. On ne le présente plus, le timbre de sa voix suffit pour le reconnaître. John Gabilou est nommé chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres en 2022, mais ce n'est que cette année qu'il apprend la nouvelle. Une récompense prestigieuse venue couronner 61 ans de carrière musicale. J'ai l'honneur et le très grand plaisir de vous annoncer que je viens de vous décerner au titre de la promotion de l'été 2022 le grade de chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres. Waouh! C'est un honneur pour moi et j'espère que le pays sera fier. C'est parce que quand on donne cette nomination, c'est pas n'importe quoi. C'est donné aux gens qui font des lettres et des arts. Les arts et des lettres, c'est pas donné à n'importe qui. À la fin des années 60, à 23 ans, Gabilou, sollicité par le guitariste Petio, intègre le groupe les Barfoot Boys. Pendant 2 ans, ils font fureur au bar Léa, situé à Papeete. Cette passion pour la musique, l'artiste la doit à sa mère. Ma mère était une grande chanteuse, grande musicienne, mais elle n'a pas pu, d'après son histoire, elle n'a pas pu se faire ce qu'elle voulait faire. Je pense que ça vient de là, cette passion. Et que, je ne sais pas, moi, tout ce qui est beau dans la vie, et ça, je l'ai dans mon ventre. Je suis tellement sensible à tout que j'ai toujours
aimé chanter des belles chansons. 1981 marque la consécration de sa carrière. Le chanteur représente la France à l'Eurovision en Irlande. Il interprète le titre Humana Home. Cette performance lui vaudra la 3e place. Je trouve que c'est un score honorable. Par rapport à la grippe que j'avais, j'étais très malade. Hein. J'ai dû attraper froid. Bon. Otiwaya, 3e, c'est... On a vendu beaucoup de disques de Humana Home. Beaucoup. Je pense qu'on a atteint les millions de disques en France. À 80 ans, Gabilou n'a toujours pas lâché sa guitare. D'autres projets musicaux le motivent encore. Son prochain titre, Island Home, devrait sortir très prochainement. Voici un petit extrait. Island Home, Island Home, Island Home. Et je vous rappelle l'information principale de cette édition. Les vols commerciaux de la compagnie Air Calin ont redémarré. Les premiers passagers ont atterri ce matin un peu avant 6 heures. L'Airbus était plein, une centaine de personnes à bord, des résidents polynésiens ou des Calédoniens fuyant les violences. Chaque passager a son histoire. La une de Tahiti Info demain, la loi fiscale vers une nouvelle annulation. Ce soir, sur notre antenne, ne manquez pas la série La Trêve, puis le documentaire Cannabis. Voilà pour l'actualité de ce mardi. Demain, vous aurez le plaisir de retrouver Suliane Favenec à cette même place. Quant à moi, je vous retrouve à la fin de la semaine. Très belle soirée sur La Première. J'ai promené mon bel amour et cette île baignée de soleil a fini par prendre mon cœur. Nouvelle-Calédonie, bercée par les alizés, tu enchantes le voyageur qui jusqu'à toi est venu. Ton grand lac en garde dans ses eaux, tant de merveilles qu'elle fait rire, les palétuviers du rivage